Je suis au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Quel nom porte mon pays? Les Grecs situent l'épisode de Jason et les Argonautes en quête de la toison d'or dans une de mes régions. Je ne suis pas tout à fait l'Europe. Je ne suis pas l'Asie. Mon éblouissante beauté naturelle et ma puissante identité culturelle flamboient. Je suis, selon la légende, le foyer du mythe de Prométhée. Mon histoire est empreinte des royaumes de Colchide et d'Ibérie. Perses, Romains, Arabes, Mongols et Ottomans ont tour à tour croisé le fer pour me conquérir. Le Grand Caucase me borde au nord, le Petit Caucase au sud. Je suis la Géorgie. Petit pays de 70 000 km², grand comme l'Irlande, la Géorgie, peuplée par moins de 5 millions d'habitants, est une ancienne république soviétique. Une légende raconte que le Seigneur, sur le point d'achever la création du monde, convoqua les peuples pour leur attribuer leur territoire. Les Géorgiens, amateurs de ripaille, tardèrent et finirent par arriver bon dernier. Trop tard, leur dit le Seigneur. Les Géorgiens décidèrent alors de le charmer avec force, danse et chant. Séduits par leurs prestations, le Seigneur leur offrit le petit bout de paradis qu'il s'était réservé. La légende se poursuit maintenant. Dans la capitale, sur la colline du Sololaki, Kartlis Deda semble se souvenir de l'époque où la nation était en proie à de terribles affrontements. D'une main, elle offre une coupe de vin aux voyageurs venus en paix. Elle tient dans l'autre une épée pour oxyre celui qui tenterait de la priver de sa liberté. Tout un symbole. C'est en 1958 que Kartlis Deda est érigé pour célébrer le 1500e anniversaire de Tbilissi. Dans la vieille ville, la passerelle de la paix survole la rivière Koura, et sa modernité de verre et de métal répond à l'audace futuriste d'une nouvelle salle de concert. Le centre historique de Tbilissi est en soi une autre leçon d'architecture, où le cosmopolitisme et la diversité des bâtiments évoquent le carrefour stratégique qu'elle fut sur la route de la soie. Aujourd'hui encore, se côtoient dans l'harmonie les principales religions de l'humanité. C'est la fête nationale, celle du jour de l'indépendance de 1918. Mais en 1921, la Géorgie est intégrée en tant que république dans l'Union soviétique, et le reste jusqu'en 1991. L'histoire du ballet national géorgien débute dans les années 20 par un coup de foudre entre deux danseurs. Nino Sourishvili est la troisième génération. Cette troupe a été fondée il y a 70 ans par Iliko Soukishvili et Nina Ramishvili, mes grands-parents. Elle a été créée en Géorgie. Ça a commencé par une petite troupe. Aujourd'hui, elle compte plus de 100 membres. Enseigner la danse est important pour perpétuer cet art. Je pense que la Géorgie est l'un des pays où la danse est la plus importante. Mon grand-père a créé notre école. Tout le pays danse. Chaque région, chaque ville compte une troupe ou un studio de danse. La popularisation de la danse est très importante. L'école est essentielle pour ne pas perdre cet art. Évidemment, la danse doit évoluer.
La danse géorgienne s'est énormément développée au cours des 70 dernières années. Il faut changer pour exister, pour être sollicité et réussir au niveau international. C'est important pour nous, car nous sommes convaincus de faire un travail patriotique. On fait découvrir notre pays dans le monde entier. Notre école, qui se trouve au même endroit que la troupe, est faite pour les enfants. Ils commencent à danser dès l'âge de 5 ou 6 ans, jusqu'à 15 ou 16 ans. À ce moment-là, ils passent une audition et l'on prend les meilleurs au sein de la troupe. En Géorgie, tout le monde danse, mais tout le monde ne devient pas professionnel. Pour devenir professionnel, il faut vraiment s'y consacrer. Il faut beaucoup de travail, mais il faut aussi avoir du talent. Il faut une grande force pour travailler et s'entraîner énormément. Il faut aussi ne pas pouvoir vivre sans. Car même si cela paraît simple et agréable pour le spectateur, derrière les rideaux, c'est énormément de travail. L'énergie que l'on voit dans les danses est très positive. Elle vient de l'intérieur. Le peuple géorgien l'a dans le sang. Lorsque l'homme géorgien danse, il est très fier. C'est pour cela que les danses géorgiennes sont si viriles, énergiques et pleines d'émotions. Je pense que dans cette danse est caché un code, des valeurs qui ont été apportées par les anciens. Dans la danse, on sent particulièrement bien l'âme guerrière, mais aussi l'amour et la liberté. Dans l'extrême-orient du pays, la région de Kakheti abrite encore quelques aigles impériaux fortement menacés. En doctorat de biologie, Natia Javarishvili, accompagnée par quelques-uns des membres de son association, a organisé aujourd'hui une expédition d'un genre particulier. L'objectif de notre équipe en commençant ce projet était de faire revenir l'aigle impérial en Géorgie. Bien évidemment, nous avons un certain nombre de spécimens, mais historiquement, sa population était beaucoup plus importante. Et c'est précisément ce qui nous inquiétait, qu'en raison de divers facteurs, on était en train de perdre cette espèce. En Géorgie, il y a beaucoup de problèmes par rapport à la protection de l'environnement en général. Et l'un des problèmes sérieux était celui de l'aigle impérial, car sa population baissait régulièrement. C'est pour cela que nous avons décidé de mener cette action de préservation, pour ramener cette espèce.
Le but du projet est d'accroître la population géorgienne de l'Aquila des steppes. Il faut construire des nids artificiels. Cela veut dire construire diverses plateformes sur les poteaux électriques et ensuite installer les nids. Cette méthode est pratiquée à l'étranger et nous pensons que cela peut fonctionner en Géorgie. L'une des principales menaces contre l'aigle impérial est le manque de nids. Comme vous le savez, la Géorgie a traversé une crise grave pendant laquelle la population utilisait le bois comme ressource première. Une grande quantité d'arbres coupés a conduit à un déclin de la nidification. Par conséquent, nous construisons un habitat de remplacement sur des poteaux électriques pour créer des nids artificiels. Je dirais que l'une des avancées les plus excitantes est l'implication de la population locale. Une partie de cette population nous attend lorsqu'on arrive dans la région. Ils sont déjà au courant de ce que nous avons réalisé et ils nous épaulent. C'est un progrès. Deuxièmement, concernant l'espèce elle-même, la première année, nous avons essayé d'implanter des nids artificiels et donc les aigles ont pu s'habituer aux nids. Enfin, nous avons commencé à déterminer le nombre réel d'individus pour déterminer le nombre de couples nicheurs en Géorgie. À la fin de l'année, on saura le nombre exact de couples nicheurs. Au même titre que l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la Géorgie est située sur le passage d'un couloir de migration entre la mer Noire et la mer Caspienne, où on ne trouve pas moins de 360 espèces d'oiseaux, dont 250 sont reproducteurs. Un véritable Éden. Dans la petite ville d'Aral-Tsiré, la forteresse Rabati, construite au XIIIe siècle, fut pendant 300 ans la résidence de la famille du prince Djakeli. Maintes fois détruite, notamment par les hordes mongoles, reconstruite puis détruite à nouveau par les troupes de Tamerlan, elle fut finalement restaurée au début des années 2010. Un parfum d'Orient flotte, et dans son entêtant sillage, les ombres d'autres grands conquérants déferlent pour y bâtir des empires. Sous les remparts de la citadelle de Rerdvissi, Alexandre le Grand combattit durant sa marche vers l'Est, et selon la légende, il la détruisit. Situé à la confluence des rivières Kvari et Paravani, Rerdvissi constituait un point de contrôle stratégique des routes vers l'Arménie et Byzance. À seulement une dizaine de kilomètres de la Turquie, sur la montagne Eroucheti, Vardzia est sans conteste le site troglodyte le plus important du pays. Pour contrôler l'entrée en Géorgie, le roi Georges III construit une place forte à cet endroit. À la mort de son père, la reine Tamar y établit en 1185 un complexe monastique. À son apogée, 50 000 personnes vivent dans cet immense complexe intellectuel. La ville se développe autour de l'église de l'Assomption sur plus d'une dizaine d'étages habités. Passages souterrains et tunnels relient les différentes structures de la ville tout en s'étirant sur plus d'un demi-kilomètre. On dit que la reine Tamar y est enterrée, mais nul ne sait où.
Une légende raconte que Dieu, après avoir conçu une terre plate, décide de lui donner du relief. Il fourre dans une besace une poignée de montagnes et commence son périple. Alors qu'il passe au-dessus de ce qui sera la Géorgie, le diable perce sa besace. Les cimes et sommets chutent, le Caucase est né. Dans le Petit Caucase, à 1650 mètres, le premier observatoire astronomique d'altitude de Russie. Créé en 1892, il devient en 1932 observatoire d'astrophysique. Ici furent découvertes plus de 600 étoiles. Depuis la chute de l'URSS, les temps sont durs, mais le site poursuit ses recherches. Shota Nassaridze a connu le spectre soviétique et n'en finit pas de scruter la profondeur des cieux. En 1980, dans une galaxie située à environ 165 millions d'années-lumière, j'ai découvert une étoile. Après avoir découvert cette étoile, on a transmis cette information à Moscou. Moscou, de son côté, l'a transmise à Washington, car le centre de découverte des nouveaux objets est basé à Washington. Quand les autres observatoires ont confirmé la découverte, Washington nous a envoyé une lettre de félicitations et ils ont donné mon nom à cette étoile. Actuellement, je travaille sur les recherches d'astéroïdes qui passent près de la Terre. Je travaille ici depuis 1975 et ma première occupation a été l'astrométrie, l'étude de l'emplacement exact des corps célestes. Ce sont des objets qui peuvent heurter la Terre et causer de grandes catastrophes. Alors pour l'éviter, on surveille les emplacements de plus de 700 000 astéroïdes de taille et de diamètre différents. Les observatoires du monde entier y travaillent 24 heures sur 24. Le centre principal se trouve en France. L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, où toutes les données sont recueillies et traitées. S'il y en a un qui menace la Terre, nous les Géorgiens ne pouvons rien faire, à part leur donner l'emplacement exact d'un astéroïde menaçant. Les grands pays ont alors l'obligation, selon un programme élaboré, de neutraliser et détruire cet astéroïde. Entre 1975 et aujourd'hui, je peux affirmer qu'il y a des centaines de milliers de satellites artificiels autour de la Terre. La durée de vie d'un satellite est de 10 à 15 ans. C'est pour cette raison que nous avons actuellement beaucoup de déchets à l'équateur céleste. Il y a plus de 100 000 déchets qui vont de 10 cm jusqu'à 1 mètre. On travaille sur une méthode pour concevoir un appareil qui ressemblerait à un aspirateur pour l'envoyer sur l'équateur céleste afin qu'il aspire les déchets et les envoie soit au-dessus de 40 000 km, soit en dessous de 31 000. Tous les pays sont concernés. Tout le monde veut nettoyer l'équateur céleste.
Dans le Petit Caucase, à la frontière de l'Adjarie et de la Mesreti, culmine le col de Goderzi, à 2025 mètres. Le Petit Caucase est un ensemble de plissements sur lesquels l'activité volcanique a été particulièrement forte. Des coulées de lave en son centre ont créé de larges et hauts plateaux, demeurés difficiles d'accès et peu peuplés. Un territoire de loups, disent certains. Cette position géographique a néanmoins favorisé la préservation de la nature, quand bien même le déboisement féroce des années 90 a entraîné un grand nombre de glissements de terrain. Selon la majorité des habitants du pays, ceux des montagnes restent authentiques et connaissent les valeurs de la spiritualité. Le peuple raffole des montagnes. Si vous en conversez avec un Géorgien, vous verrez scintiller une partie de son âme. Troisième ville du pays, bordée par la mer Noire et place fortifiée par l'empereur Adrien, Batoumi plonge ses racines dans l'Antiquité. Au XVIe siècle, à l'époque ottomane, la cité portuaire devient un centre économique conséquent où la traite des esclaves constitue une ressource majeure. En 1878, les Russes prennent la ville. De ces périodes d'occupation, Batoumi a conservé une architecture racée, mais fragile face aux sirènes de la spéculation immobilière. Chota, le nostalgique Don Quichotte des vieilles pierres, eut un jour un déclic. J'étais obsédé par la photographie. Et mon père et moi avions un secret. Nous mettions de l'argent de côté pour acheter un appareil. À un moment, j'ai eu une rage de dents. Mes parents ne parvenaient pas à m'emmener chez le dentiste. Et ils ont fini par me convaincre de les y accompagner en me promettant en échange de m'acheter un appareil photo. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce secret n'était plus notre secret et que ma mère était aussi au courant. Je me souviens parfaitement. On est allé dans cette rue pour acheter l'appareil. C'était une chose extraordinaire. En plus, l'enfance renforce ce côté mystérieux. Je me souviens même de l'odeur de la boîte. Je la garde encore. Même si aujourd'hui, j'ai des centaines d'appareils. Je préfère quand même photographier les gens. Je qualifierais ma méthode de photographie de genre. C'est ce qui me plaît le plus. Les relations, les cohabitations. Quand je suis face à des paysages extraordinaires, je cherche toujours la trace de l'être humain. À la fin, cela devient un réflexe. Je pourrais comparer avec un musicien qui joue une note et qui ne réfléchit même pas en le faisant. À mon avis, c'est l'architecture qui préserve le mieux l'histoire. Même les meilleurs historiens, écrivains et documentalistes n'arrivent pas à nous décrire la réalité. L'architecture et la photographie nous montrent l'âme d'une époque. Si la nouvelle architecture est financièrement intéressante, l'ancienne a plus de valeur et ne nécessite pas beaucoup d'investissement pour la sauvegarder. Et le gouvernement a du mal à refuser un investisseur qui se présente aujourd'hui et qui demain ne sera peut-être plus intéressé. Il préfère gagner de l'argent aujourd'hui et ont pour cela sacrifié plusieurs monuments uniques. La partie civilisée du monde a bien réalisé la valeur du patrimoine culturel. Mais malheureusement, il semble que nous n'en fassions pas encore partie.
J'utilise tous les moyens à ma disposition. Les réseaux sociaux, la presse, la télé, mes relations, pour mobiliser la société. Je rencontre directement tous les responsables pour les convaincre. Et en général, cela se termine en conflit. Car ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils se moquent de mes arguments. Si nous parvenons à quelque chose, c'est grâce à la mobilisation de la société civile. Et c'est grâce à elle si certains fonctionnaires ou hommes d'affaires ont reculé. La plus grande arme, c'est la société civile. Les gens commencent à se poser des questions et se sentent concernés. Ils réfléchissent à leur rôle dans la vie de la ville. La géographie singulière, la proximité de la mer Noire et la protection de la chaîne du Caucase ont permis aux plaines de Coloreti, également connues sous leur nom antique de Colchide, de voir se développer un climat subtropical étonnant. Ici, forêts marécageuses, tourbières et plans d'eau tels que le lac Paliastomani abritent un sanctuaire naturel sans pareil à de telles latitudes. Plus de 190 espèces d'oiseaux vivent ou font étape dans ces marais. Dans la région d'Imereti, cœur de la Géorgie médiévale, se dresse le piton de Katsri. Ce monolithe de 40 mètres de haut abritait autour du XIe siècle un ermitage fort respecté, et le roc fut longtemps vénéré par la population locale comme symbole de la vraie croix. Laissé à l'abandon à l'époque moderne, ce n'est qu'en 1944 que des chercheurs tentèrent l'ascension pour une étude archéologique. Depuis les années 90 et la chute du communisme, une activité religieuse a repris sur la plateforme de moins de 150 mètres carrés. Non loin de là, le dôme de l'église de la Sainte Vierge du monastère de Gelati veille impassiblement sur la vallée. L'établissement, fondé au XIIe siècle par le roi David IV, surnommé le bâtisseur, rayonna sur toute la culture de l'époque, considéré comme le véritable âge d'or géorgien. C'est sous le porche de l'entrée principale que, par humilité, le roi David choisit de se faire inhumer. Yosep Kenchadze a grandi dans la région et occupé sa jeunesse à jouer sur ce domaine. Il décida de mettre à profit ses études de droit pour devenir le gardien laïque de ces lieux. Il travaille pour le Centre géorgien des arts et de la culture, une ONG qui œuvre à la conservation et à la restauration du monastère depuis plusieurs années. Le monastère de Gelati est un symbole de la Géorgie unie et puissante. Son nom est gravé en lettres d'or dans l'histoire de la Géorgie. Le monastère fut un des plus grands centres culturels et intellectuels de la Géorgie à partir des 11e et 12e siècles. Et à mon avis, c'est toujours le cas aujourd'hui. Gelati fut fondé à la fin du XIe et au début du XIIe siècle par le roi David IV de Géorgie, le roi le plus puissant et le plus respecté. Gelati est un chef-d'œuvre d'architecture. Depuis le XIe siècle, il est là, et il demeure magnifique. Le temps l'a bien prouvé. À mon avis, c'est l'un des principaux chefs-d'œuvre du patrimoine culturel et architectural de la Géorgie. Tout ce qu'ils ont bâti et réalisé au XIIe siècle, dans l'architecture, la culture, l'art, la poésie ou l'histoire, existe encore au XXIe siècle. Ce que le temps a conservé et apprécié, nous ne pouvons pas l'ignorer.
Mais il ne faut pas oublier de penser à l'avenir, que le passé n'est pas tout pour avancer. Après en avoir terminé avec la restauration des fresques intérieures, des équipes de volontaires s'attellent désormais à soigner les pierres, consolider l'architecture et restaurer la toiture en tuiles de céramique. La religion a toujours été très présente dans la vie quotidienne des Géorgiens. Le travail et la prière étaient essentiels dans la vie du monastère. Je voudrais qu'il en soit de même aujourd'hui. À mon avis, c'est aussi de cette manière que l'on peut perfectionner la vie. Le travail et la prière. Chaque fois, quand j'imagine qu'à partir du roi David le Bâtisseur, les 23 rois de Géorgie ont touché ces pierres, ainsi que d'autres illustres géorgiens, connus et respectés, et quand j'imagine combien de souffrances et de détresse ont connu ces murs, pour moi, le temps et l'espace n'existent plus. Je deviens une partie de cette réalité. Ce n'est pas moi, ce sont ces murs et ce monastère qui nous donnent cette sensation. Et je pense que je ne suis pas le seul à ressentir la même chose. Même disparu, l'URSS a laissé une empreinte indélébile dans les paysages. Chiatura, cité minière à la gloire évaporée, est toujours installée dans la vallée de la Kvirila. La ville a perdu plus de la moitié de sa population depuis 1989 et la brusque désindustrialisation. Si l'extraction de manganèse demeure l'activité principale, les tours à moitié vides n'abritent plus que les mélancolies. Les téléphériques rouillés transportent plus les espoirs perdus que la confiance dans le socialisme bienfaiteur, et les usines éventrées règnent comme stigmates du temps passé. Sur le versant sud de l'imposante chaîne du Grand Caucase, dont le point culminant géorgien atteint 5193 mètres, la Svaneti est une région reculée et préservée. Dans ses torrents et ruisseaux, des bergers pratiquent encore l'extraction de l'or en y plongeant une peau de mouton dont les fibres retiennent les paillettes. Cette pratique attestée de longue date serait à l'origine du mythe de la toison d'or. La vallée de Mestia est devenue ces dernières années un centre important du tourisme et de l'alpinisme. Nariman Japaridze, sauveteur de haute montagne, veille sur les cimes comme sur les promeneurs. On peut facilement s'égarer. D'ailleurs, nombreux sont les touristes qui perdent leur chemin quand ils se baladent dans la montagne. Il y a des dangers, des chutes de pierres, éboulements, écroulements, chutes de glace. Depuis mon enfance, je rêve de devenir sauveteur. J'adore aider les gens, mais aussi me balader dans les montagnes, escalader, faire de l'alpinisme. C'était mon rêve. Depuis que ce service existe, j'ai tout fait pour en faire partie.
Dans la montagne, il y a des situations lors desquelles tu dois choisir entre ta vie et celle des autres. Logiquement, c'est la tienne que tu dois choisir. Mais dans la plupart des cas, tu ne réfléchis même pas et tu y vas. Tu le fais instinctivement. Tu ne penses même pas que cela pourrait être fatal. C'est la joie et la fierté d'être utile et de sauver quelqu'un. Ce sont des émotions positives et inoubliables. Notre équipe est unie. On a une très forte cohésion. Et j'adore travailler avec eux. Ce sont de belles personnes, expérimentées, et la confiance règne de bas en haut. Mestia est constituée d'une multitude de petits villages constellés d'impressionnantes tours fortifiées. Ces constructions, classées au patrimoine de l'humanité pour leur conservation remarquable et leur imbrication dans le paysage, ont toutes été édifiées entre le 9e et le 11e siècle, les plus récentes ayant étrangement fini par s'écrouler. Elles servaient de tours de défense dans cette zone aux conflits réguliers, mais aussi de greniers, usage conservé à ce jour. Gori est célèbre pour être la ville d'origine du plus fameux des Géorgiens. C'est en effet ici, dans ce qui était encore une province de l'Empire russe, que naquit en 1878 Joseph Staline. Au centre de la ville trône le musée dédié à son histoire, ou à sa gloire, en fonction des points de vue. Il fait partie, au même titre que la citadelle médiévale, des principales attractions touristiques. Gori se remet doucement de la guerre de 2008 contre la Russie et l'Ossétie séparatiste. Un grand nombre de réfugiés s'est installé aux alentours, et faute de développement économique, c'est l'art qui se trouve ici au coin des rues. Une vieille demeure de briques sert désormais d'atelier et d'école à l'un des plus grands spécialistes de la restauration d'œuvres d'art du pays. Du métal ciselé au verre cloisonné, il détient et enseigne un savoir unique. Ermile Magradze travaille entre le musée national à Tbilissi et son cocon de Gori. Il a longtemps étudié et finalement percer les secrets des techniques anciennes pour redonner vie aux objets les plus exceptionnels. Je me considère comme un médecin de l'art, car je rénove les anciennes œuvres. Je les guéris et je leur redonne une nouvelle vie. On essaye de prolonger leur espérance de vie. On conserve ce qui a survécu jusqu'ici. C'est notre tâche principale. Avant, les objets étaient dédiés à Dieu, à la religion ou au culte. Il y avait un sens spirituel. Ils pouvaient être aussi décoratifs, mais avaient toujours un sens symbolique pour l'homme ou la religion. Ça ne fonctionnait pas autrement. Le bijou, dans son sens propre, est né plus tard, destiné uniquement à la vie matérielle. L'homme doit être stupide pour affirmer avoir atteint la perfection. Personne n'est parfait, sauf Dieu. Nous sommes seulement sur le chemin de la perfection, y compris moi.
Je ne dirais pas que je suis fasciné par mon métier. Je ne trouve pas que ce soit bien d'être fasciné. Par contre, je peux dire que j'aime beaucoup mon métier. Encore aujourd'hui, je résous de nouveaux problèmes pour avancer, encore et toujours. Par contre, il y a une chose très importante pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre mon savoir-faire. Je suis âgé et un jour je partirai. Je n'ai pas envie d'emporter mon expérience avec moi. Il s'agit d'un savoir-faire assez important et je voudrais que les jeunes apprentis s'intéressent, apprennent et apportent également une nouvelle vision pour la créativité humaine. La créativité humaine n'a pas de limite. Pour moi, avoir un apprenti est quelque chose d'essentiel. C'est vital, comme une sorte de besoin, comme la soif. Le besoin de transmettre mon savoir-faire, d'apprendre, d'apporter. J'adore ça. J'adore voir comment il ou elle essaye de perfectionner son travail, de chercher, encore et toujours. Perfectionner son art et sa création. La solitude est très difficile et c'est en cela qu'il m'aide beaucoup. Autre quartier, autre institution, autre pratique artistique. Nino Tsiklouri, en plus de chanter au sein du chœur de femmes de Gori, enseigne le chant traditionnel, classique et contemporain au sein du conservatoire local. Je n'oublierai jamais quand j'ai écouté pour la première fois le répertoire classique, joué par le chœur de chambre des femmes de Gori, dirigé à l'époque par Madame Shalva Mosidze. J'ai été éblouie. Je suis restée plantée, scotchée sur ma chaise. Et je crois que je ne respirais plus. C'est exactement à ce moment-là que j'ai décidé de faire ce métier. Augmentez, augmentez. Pour le peuple géorgien, la musique a une place très importante depuis le début. Ça a commencé avec nos ancêtres. Avant de partir en guerre, ils chantaient. Ils étaient heureux et ils chantaient. Ils chantaient pour les mariages ou en travaillant. Même lors des moments tragiques, les Géorgiens chantaient. Le chant Zari de la région de Svaneti est un bon exemple. Continuez, continuez. Consciemment ou inconsciemment, un Géorgien chante toujours. C'est dans nos gènes. Je vais un peu fanfaronner, mais je dirais que c'est une nation douée. Une personne sur deux chante en Géorgie. Travaillez sur le son. Faites attention sur les fins. Non, non. De cette manière, ça va vers l'intérieur. Il faut donner l'impression que ça s'ouvre. Vers l'extérieur.
Autant c'est parfois difficile avec les jeunes, autant ça me remplit d'émotions positives. Ces émotions m'accompagnent toute la journée. Bien évidemment, c'est très spécial et difficile. Place ta voix. Il faut chanter la même chose techniquement, mais tu changes le mot. Mariko, pourquoi tu cries? Regarde ma chérie, ça s'élargit trop. Il faut que ce soit plus rond. Contrôle-le. Dans la plupart des cas, je n'arrive pas à obtenir le maximum, mais en général, je suis fière d'eux. En chantant dans un chœur, les jeunes apprennent l'amitié, le fait d'être soudés, se protéger. Et on sent toute cette énergie dans les chants. Nous, les Géorgiens, on a un bon dicton. Si tu n'aimes pas ton autre, tu ne pourras pas bien chanter. À mon avis, et ça n'est pas que mon avis, puisque les scientifiques l'ont prouvé, chanter est une action physique et psychique. On ne peut pas le nier, car si le chanteur chante avec émotion, mais que le physique ne suit pas, cela ne sera jamais parfait. Quand on chante, on se dépense. Tous les muscles participent, tout le corps est là, et après, l'émotion arrive. À mon avis, c'est ça, la performance. Lorsqu'il jouait enfant sur ces collines bucoliques, Gueorgui Margvelashvili ne s'imaginait pas qu'il deviendrait le 4e président de la République de Géorgie, libre et indépendante. Et pourtant... Ce lieu est omniprésent chez moi. Même après tout ce que j'ai pu faire, lire ou penser est toujours lié à ce lieu. C'est l'environnement qui est en lien avec mon enfance. Vous avez déjà vu notre montagne. Elle est une part de la nature, mais également de l'âme géorgienne. La montagne est précisément un des caractères géorgiens. Car la beauté de la montagne, sa dynamique, ont une esthétique particulière qui est en constante évolution. L'œil ne peut le remarquer qu'après avoir pris l'habitude de voir un si beau paysage. C'est ici que je préfère vivre.
À l'époque des Russes et de l'Union soviétique, un certain nombre de bâtiments a été construit, y compris des monuments architecturalement très précieux. Cela m'énervait quand j'étais jeune, car j'y voyais les symboles soviétiques. Mais aujourd'hui, je suis contre leur destruction. Je pense que c'est notre passé. L'histoire que l'on a vécue est surmontée, et cela veut dire qu'il ne faut surtout pas le détruire. Notre pays est un pays de transit, un carrefour entre l'Europe et l'Asie. Le tourisme est très important pour la coopération économique ainsi que pour le développement de l'activité. La liberté signifie non seulement l'indépendance vis-à-vis de quelqu'un, mais aussi la possibilité de bâtir un État et une société selon ce que nous sommes réellement. Pendant de nombreuses années, nous avons été forcés de vivre dans un autre système. Aujourd'hui, nous devons nous trouver nous-mêmes. Et c'est ça qui constitue le plus grand défi auquel nous sommes confrontés. Les défis à relever sont nombreux. Car si la Géorgie en a fini avec les années noires et instables de l'après-communisme, elle demeure une terre enclavée, peu connue et dépendante économiquement. Située à la croisée des mondes, elle a choisi le sien, celui de l'Europe, de sa culture et de son mode de vie, tout en s'efforçant de rester digne de son histoire.